Assalamu alaikum les frères, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci débrief de la journée 1 toujours, mais du groupe I, celui de l'équipe de France. Et là ça intéresse tout le monde. France-Sénégal, on avait vu 2-1 au final. Pour quelques secondes près, on n'était pas loin, hein. Mais c'est 3-1, c'est le banger d'Mbappé qui nous éloigne de la prédiction. Et puis pareil, bonne différence de but entre l'Irak et la Norvège, mais autant sur la lecture de match. Enfin, comment on l'avait imaginé, on n'y est pas du tout. Mais c'était vraiment pas du tout ce type de scénario. Voilà pourquoi on fait ce genre de débrief à la fin. C'était justement pour avoir une lecture du match de ce qui s'est passé sur le terrain. Et là, ce qui s'est passé entre la France et l'Espagne. 2-4, 2-3-1. Une première mi-temps catastrophique. La déchetterie en fait. La déchetterie, tout simplement. De la déchetterie. De la déchetterie. On avalait les Uruguayens sur le rythme. On avalait les Suisses. On avalait... euh, il y avait qui d'autre qui avait été cadavérique? Les Mexicains, avec une lenteur dans le rythme, dans le jeu, etc. Mais France-Sénégal, c'était dur. La première mi-temps, c'était catastrophique. C'était lent. Il y avait des déchets dans chaque passe. C'était horrible à voir, c'était horrible à visualiser. En tout cas, déjà plus d'un côté français que sénégalais, il faut être honnête sur cet aspect-là. Pourquoi alors? Qu'est-ce qu'on peut dire? Pourtant, on avait un arbitre comme sur les anciens PES où tu pouvais sélectionner la sévérité de l'arbitre, tu vois. Là, c'était un arbitre qui laissait jouer. Il a laissé pourtant. Donc le jeu n'était pas haché, non, il était censé avoir du rythme. Tu vois, ça joue. Mais non, 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 non. Jeu haché soit par des fautes, soit par... non, c'est pas par des fautes, excusez-moi, mais par faute technique, on va dire plutôt. On a, je pense, la France qui était craintive du Sénégal. Faut dire la vérité. La France est venue avec une certaine crainte. Didier Deschamps là, a dit ouais, on était crispé. Mais bon, t'es crispé pourquoi? Parce que t'as peur. T'as peur du Sénégal. Ils ont eu peur du Sénégal. Et c'est une réalité. Et les Sénégalais, bah, quelque part, ils ont eu peur aussi de l'armada offensive. Jusqu'au bout d'un moment, ils ont compris que bah, les Français, ils n'étaient pas venus avec des intentions de faire peur, en fait. Les Mbappé faisait les bons appels, mais en première mi-temps, mais technique, mais catastrophique. Olysée qui n'était pas dans sa première mi-temps, Dembélé qui était absent des débats, hormis une passe qui fait une passe clé, on va dire, à Mbappé, mais sinon pas assez présent dans la construction, la créativité du jeu. Désiré Doué, il s'est mis à faire des skills, etc., mais complètement hors temps, hors tempo. Il se faisait toujours récupérer la balle par les Sénégalais qui étaient bien en phase. Par contre, il y avait deux personnes, donc la charnière centrale de l'équipe de France. Eux, ils ont été dans leur match de la première à la dernière minute. Saliba Upamecano, et mention spéciale pour Upamecano qui a été fantastique. Il a couvert toutes les passes en profondeur réalisées par les Sénégalais. On a un Mike Maignan qui a été cadavérique également sur la première mi-temps. La frappe sur le poteau de Jackson, comment il laisse passer ça? En plus, il a failli marquer contre son corps avec son pied. Il a eu de la chance que c'est pas rentré. Mais voilà, que ce soit le jeu au pied derrière, les passes ratées, on touche directement au niveau des Sénégalais. Mike Maignan hors tempo. Hernandez, j'ai rien à dire. Par contre, Jules Koundé. Jules Koundé, faut ouvrir le dossier Jules Koundé. Jules Koundé m'a rendu dingue. Il m'a rendu dingue. Le mec est tout le temps en haut là. Il est là, il est là, il est positionné là sur le terrain. Il fait le latéral offensif. Plus haut que Hakimi, plus haut qu'Hernandez qui est censé être l'offensif des deux. Avec une qualité technique du gars dégueulasse. Incapacité de faire des contrôles. Il a deux pieds gauche. Il sait pas centrer. Il est tout le temps en haut et il met en avance des qualités qu'il n'a pas. Une femme obèse qui est en crop top. Pareil. Pourquoi tu nous montres ton ventre? Là, pareil. Pourquoi c'est gênant? Pourquoi tu nous montres que tu sais pas jouer au foot? Pourquoi tu nous montres qu'offensivement, c'est pas ça? Reste derrière, frérot. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'es nul comme ça? Pourquoi tu montes si haut? Pourquoi t'es hors jeu quand tu montes? Pourquoi tu sais pas dédoubler? Pourquoi t'es juste haut? Oh, je contrôle, je galère. Une, deux, trois touches, allez, passe en arrière. Mais t'es nul en fait. T'es nul, mec. T'as eu un bon tournoi dans toute ton histoire avec l'équipe de France, mais t'as toujours été dégueulasse en tant qu'arrière droit. Ça, faut dire la vérité, t'as toujours été dégueulasse. Voilà.
L'exception d'un tournoi ne doit pas faire la règle. Que ce soit au Barça, que ce soit avec la France, c'est une fraude sur ce poste-là. Qui retourne défenseur central dans une défense à 3 en tant qu'axe droit, parce que même défenseur central dans une défense à 2, moi je comprends pas la hype autour de ce joueur. Il est nul. Il est nul. Mettez-moi Gusto. Il m'a fait regretter Jallet, Pavard, tous les. Il m'a fait regretter des mecs comme ça. Mettez Gusto, mettez Zahir Emery, mettez ce que vous voulez, mais sortez-moi Koundé du 11. Ou sinon, dites-lui de jouer avec ses qualités, c'est-à-dire reste derrière, frérot. Reste derrière, c'est Hernandez qui monte. Toi, tu fais juste les interventions défensives, ok? On s'arrête là. Pour Koundé qui m'a dégoûté. On dirait jouer en jean, là, comme dans ces baggy, là, t'as la Fashion Week. Va faire le fashion ailleurs. Mettez-vous sur le couloir, les fashion. Pareil, sur le trottoir. Bah, mettez-vous sur le banc, les fashion. Pareil, Koundé. Le banc. Allez, trottoir. Koundé, frère. Koundé. J'ai pas envie d'être méchant ou de. Voilà. Je vais rester dans un cadre professionnel quand même. Avec un peu d'arca sur le débrief. Mais bon, je peux aller encore plus loin sur Koundé. Franchement, cadavre. Cadavre. Et donc, première mi-temps de l'équipe de France, très difficile. Je crois qu'il y a un tir, zéro cadré. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Qu'est-ce qu'on a sur les stats de la première mi-temps? Regardez, 0.0.3 XG. Une catastrophe. C'est dommage qu'il n'y ait peut-être pas les passes manquées ou les trucs comme ça, parce que là, franchement. Non, mais non, non, vraiment, la première mi-temps des Français, catastrophique. Catastrophique. Et en face, on avait des Sénégalais, bah, compris de la confiance, qui ont commencé à générer des occasions. Alors, Nicolas Jackson, il a 5.9. Moi, je suis pas vraiment d'accord. Je trouve que il a fait beaucoup d'appels. Il s'est montré dangereux avec la vitesse, beaucoup de courses, etc. C'est un peu le cas d'Ismaïla Essar, mais en fait, c'est des joueurs, tu sais, qu'ils vont tout donner sur le terrain, mais en fait, techniquement, est-ce que ça choque quelqu'un qui sont nuls ou qu'à la finition, ils ont du déchet? C'est ces joueurs-là, enfin, il ne faut pas s'attendre à plus. Ismaïla Essar, tu le lances sur le côté, il fait un centre, tu sais qu'il va au troisième poteau, tu le sais. Mais au moins, il a fait l'appel. Bah, est-ce que ça suffit? Est-ce que tu mets Iliman Ndiaye? Est-ce que ça fatigue les défenses? Est-ce que et Mbaye, avec tous les talents qu'il y a au Sénégal, franchement, peut-être qu'on peut se poser la question de mettre quelqu'un d'autre. Mané que j'ai pas trouvé dans son assiette. Au milieu de terrain, les gars, ça va, ça a été cohérent. Juste la première mi-temps, la seconde. On va rentrer dans cette seconde mi-temps directement, en fait. La seconde mi-temps, et le momentum le dit bien, elle est exclusivement française. Exclusivement française, à part des petits bribes. Attends, revenons sur Koundé qui, lors de la première mi-temps, il s'est fait balader par je ne sais qui sur le couloir. Et il y a eu, il y a eu un centre. Et là, oui, effectivement, je crois que c'est Sarr ou Jackson qui aurait dû marquer, en fait. Ils auraient dû marquer et repartir à 1-0, les Sénégalais, à la mi-temps. Ils ne l'ont pas fait. Et donc, deuxième mi-temps, les Français, je pense qu'ils ont pris une soufflante par Didier Deschamps. Et ils sont revenus avec de nouvelles intentions, avec ce replacement d'Olysée dans l'axe. Je trouve qu'il a été vraiment pertinent. Et c'est Olysée qui a été playmaker et c'est lui qui a généré des actions. Et les Français étaient de plus en plus haut. On voyait Chouameni et Rabiot récupérer de plus en plus de ballons. Donc ça fait du bien à l'équipe de France. Là où les Sénégalais sont restés dans le rythme de la première mi-temps. Sauf que ça y est, à partir du moment où les Français apportent quelque chose d'autre, il faut se réveiller. Ça n'a pas été le cas. Ça a commencé à perdre des duels de plus en plus. L'action du penalty, pour moi, il n'y a pas réellement penalty. Donc je suis en phase avec l'arbitre australien. Il n'y a pas penalty. Et bon, après, s'il le siffle, ça ne me choque pas non plus. Mais bon, voilà. À partir du moment où la VAR intervient, elle ne devrait pas intervenir pour quelque chose elle devrait intervenir pour quelque chose de plus ou moins manifeste. Mais là, c'est pas vraiment le cas. Mais en tout cas, voilà. Ça siffle comme ça siffle pas. Moi, je suis plus dans la team, ça siffle pas. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Donc, les Sénégalais très décevants en deuxième mi-temps et les Français qui génèrent de beaucoup d'actions. Olysée, Mbappé, Doué qui bute euh, les uns après l'autre devant Mendy qui fait vraiment de beaux arrêts. Et là, tu sens que la France va finir par marquer. Et effectivement, le premier but arrive par cette passe magnifique d'Olysée pour Mbappé qui fait un très bon appel. Voilà, but 1-0. Là, on se dit que bah, voilà, ça va continuer à dérouler. Effectivement, le changement d'Embélé qui sort pour Barcola, pareil, passe de Rabiot dans la profondeur.
Et en fait, moi, je trouve que Koulibaly, effectivement, 6,3, bon, c'est vrai que c'était lui qui était au marquage du premier et du deuxième but. Mais quelque part, quand tu regardes la photographie de l'action, tu trouves en fait c'est Nakate qui est trop haut ou qui est pas placé. Et en fait, Koulibaly, il doit soit repiquer, soit tu sais, faire cette couverture comme ça. Parce que en fait, Niakate fait le stopper. Et en fait, Niakate, bien qu'il soit lyonnais, je suis désolé, là, sur le coup, effectivement, tu mets Koulibaly déjà en galère. Tu le mets en galère de le laisser tout seul face à Mbappé et face à Barcola. Donc, bon, c'était évident. Donc voilà, 2-0. À partir de là, c'est vrai que tu ne vois pas les Sénégalais revenir. Tu te dis qu'en fait, ils sont vraiment dans un non-match pour le coup. Ou en tout cas, une non-deuxième mi-temps. Et puis il y a quand même le but réducteur, enfin, issu d'un beau dribble d'Mbaye qui a mystifié Hernandez. Et là, encore une fois, on est sur un Maignan qui est défaillant. Voilà, la main qui est pas assez ferme. En fait, en tout cas, il anticipe sur le couloir droit. Il tire sur sa gauche. Bon, bah voilà, but. Et en fait, Mbappé laisse même pas le temps, hein. Troisième but immédiat. Immédiat, voilà, 3-1. Match plié. Au final, la France mérite tout ce qu'elle a proposé en deuxième mi-temps et c'est tout à fait normal qu'il y ait ces deux buts d'écart. Pour moi, je trouve que c'est cohérent et c'est une bonne chose pour les Français, un peu moins pour les Sénégalais, mais c'était prévisible quelque part de perdre ce premier match face à l'équipe de France quand on fait des matchs amicaux tels qu'ils ont été face aux Américains et aux Saoudiens. On savait qu'il allait y avoir quelques manquements et les manquements se sont vus et techniquement, c'est ça qui me gêne parce que d'habitude, les Sénégalais, en tout cas à la relance avec Niakate qui est plutôt un défenseur relanceur propre, avec Pape Gueye qui est plutôt propre lui aussi dans ses passes, etc. Et tout, normalement, c'est une équipe qui arrive à faire face à la pression et tout. Là, aujourd'hui, c'était déchet sur déchet sur déchet sur déchet. Donc voilà. Le second match de ce groupe, Irak-Norvège, qu'est-ce qu'on peut dire? Totalement surpris par les Irakiens. Totalement surpris par les Irakiens qui, pour moi, font 15-20 premières minutes où ils vont chercher très haut dans leur 4-4-2 la défense. Ils se positionnent très haut, pressing très haut, vraiment avec de la hargne. T'avais toujours 5-6 personnes, voilà, entre là et là. Bah, très très haut, positionnés très très haut pour récupérer un maximum de ballons. Ils étaient protagonistes, effectivement, ce momentum est réel. C'est eux qui avaient le ballon, c'est eux qui avaient la possession, c'est eux qui étaient protagonistes avec des joueurs inconnus, il faut dire la réalité, ils sont inconnus. Ils sont inconnus, mais ils ont proposé, ils ont eu de la dalle, ils ont eu de l'envie, ils ont voulu montrer qu'ils n'étaient pas là que pour défendre. Ils avaient une certaine fierté. Et là, ce ton momentum des Norvégiens, moi je le comprends pas. C'est toujours les Irakiens qui, tout au long, jusqu'à la pause fraîcheur, on va dire, ont eu encore cette domination, que ce soit avec ballon, que ce soit dans le pressing. Et je me suis vraiment inquiété par rapport aux Norvégiens qui n'avaient pas la capacité de relancer. Et en fait, quand ils arrivaient à sortir du pressing, c'est vrai qu'il y avait en fait, une très haute des attaquants et des milieux, mais les défenseurs irakiens, eux, n'étaient pas très hauts, ils étaient plutôt bas. Donc du coup, il y avait de l'espace. Et quand tu arrivais à casser la première ligne, là, et ben, tu avais Noussa qui était souvent un contre un, qui arrivait à dribbler. Ali qui a fait un mauvais match, effectivement, par rapport à Noussa. Il obtenait soit des coups francs, soit des corners, etc. Et on sait très bien que bah, voilà, les Norvégiens, ils ont deux têtes de plus que les Irakiens, donc le danger était manifeste, que ce soit par Haaland sur coup de pied arrêté, Orsnes qui a été pas mal aussi. Non, franchement, il y a eu vraiment une présence physique et athlétique des Norvégiens sur ces phases-là. Et donc là, on arrive à la pause fraîcheur et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça, les Irakiens sont protagonistes? Comment ça, c'est eux qui ont la balle? Comment ça, c'est eux qui proposent des occasions? Qu'est-ce qui se passe? Hein, c'est anormal. Tu vois, aux pauses fraîcheur, les Norvégiens, ils sont en PLS. Gros poche de glace, là, je sais pas ce qu'ils ont, ils sont pas bien. Et ils reviennent et ils marquent un but immédiatement, contre un peu le cours du jeu. Et là, tu te dis, oh, l'efficacité norvégienne quand même. Haaland, le placement d'Haaland. En fait, c'est Noussa qui passe, dédoublement extérieur de Wolf, magnifique. Il lui fait une passe, hop, centre. Et Haaland qui a plus qu'à finir. Franchement, magnifique but des Norvégiens sur le coup. Et là, tu te dis, bon, bah,
Allez, les Norvégiens vont capitaliser, ils viennent de marquer, ils vont se mettre en confiance, ils vont remettre un deuxième, etc. Non, le plan de jeu des Irakiens ne change pas. Toujours pressing go, toujours la même hauteur de pressing, toujours la même envie. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Mais c'est qui ces mecs? Mais à quel moment ils vont flancher? À quel moment ils vont faiblir? Et pas du tout. C'est pas du tout le cas. Ils ont commencé à se créer des occasions. Et au final, ils finissent par marquer un but. Mais dans le jeu, en plus de ça, où là, je crois que c'est à Jassim qui fait un dribble 1 contre 1 sur Ryerson. Magnifique. Petite passe en profondeur là sur El Amari centre. Et Hussein qui marque de la tête en attaquant pivot. Franchement, magnifique. Magnifique but. Et là, tu te dis, attends, les Irakiens qui marquent de la tête face aux Norvégiens, il y a un problème. Tout comme les Japonais contre les Hollandais. Bah, pareil. Et là, c'était pas sur une phase arrêtée, donc c'était sur une phase de jeu ouverte. Et là, tu te dis, franchement, les Irakiens, c'est fort. C'est fort. Et ils fléchissent pas. Et ils continuent de se créer des occasions. Tu te dis, ils vont chercher le 2-1. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore Hussein qui rate une action. C'est Bayesh qui rate une action. Et donc, le jeu continue. Et là, il y a un stinker de Tahsen. Là, je crois que c'est lui. Il fait une passe à Hassan. Hassan qui s'endort. Et là, t'as notre ami Haaland. Il récupère la balle, tire but. Voilà, cadeau. Cadeau. Cadeau Tounsi, un peu comme faire Gianni Sassi, donné aux Suédois, là, pareil. Même cadeau. Offert par la maison irakienne. Et tu rentres à la mi-temps, tu te dis est-ce que ça va faire 2-1? Et non. Non, t'as encore une triple action des Irakiens qui continuent malgré le coup encaissé sur la tête, là, le coup de bâton, qui continue de créer des occasions. Triple action, des frappes de dingue. Hussein, je crois que c'est Ismail ou je sais pas qui c'est qui avait fait la frappe comme ça, la magnifique. Je crois que c'est Doski, je crois. Oh là 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 là, magnifique. Une magnifique occasion de la part des Irakiens. Et non, ils n'ont pas réussi à arracher le 2-2. Et là, ils arrivent à la mi-temps. Et là, tu te dis, bon, bah, les Norvégiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous laissez le ballon aux Irakiens? Pourquoi, quand vous avez la balle, en fait, c'est plus de la possession stérile entre vos défenseurs? Parce que vous n'arrivez pas à trouver la passe qui perd fort. Et vous n'arrivez pas à trouver les situations de 1 contre 1. Quand vous avez des actions, effectivement, vous en avez, qui ont été générées, c'est essentiellement des phases arrêtées. C'est inquiétant. C'est inquiétant, là, du côté norvégien. On se dit, c'est inquiétant, mais en même temps, tu te dis, ils sont devant. Donc, voilà. Ils reviennent. Les Irakiens, pareil, les mêmes intentions, le même pressing. Alors, certes, un peu moins haut, mais toujours haut. Et les Irakiens qui continuent, ils se procurent une occasion, pas plus. Une, deux. Là, ça devient des situations plutôt que des occasions. C'est un peu moins franc. Les Norvégiens qui essayent de contrebalancer avec voilà, du 1 contre 1, des phases arrêtées, mais rien de bien foufou. Je pense que tout ça, ça se prolonge, on va dire, voilà, une sorte de phase équilibrée du match entre Irakiens qui attaquent, les Norvégiens qui reprennent de plus en plus de la confiance, en tout cas avec de la possession de balle, mais sans se créer forcément d'occasion ou de grosses occasions. Et vient le but du 3-1 sur un coup de pied arrêté. Ah, bah, encore une fois, après une pause fraîcheur. Coup de pied arrêté, tête, 3-1. Et là, je pense que ce 3-1 là, il a fait vraiment, vraiment beaucoup de mal aux têtes irakiennes. Parce qu'à partir de ce but-là, ils n'existent plus. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont absolument plus rien. Et là, effectivement, les Norvégiens déploient leur jeu de possession, leur jeu de dribble, avec les rentrées toujours d'Oscar Bob très intéressant, Loop très intéressant. Quadruple changement, hein, au pire, il me semble, hein. Oui, c'est ça. Un, 2, 3. Torzes qui a fait une très bonne entrée lui aussi. Donc là, on a un quadruple changement réalisé par les Norvégiens. Et je vous assure qu'à partir de ce moment-là, ce 3-1, ce quadruple changement, il n'y a plus de match en fait. C'est full Norvège. Full Norvège, full Norvège, full Norvège, full Norvège. Et du coup, ça te laisse une phase de 20 minutes, 20-25 minutes de domination totale norvégienne qui permet de gonfler les stats, qui permet d'obtenir plus de possession, plus de tirs, plus de. Et effectivement, là, il aurait pu avoir beaucoup de buts. Que ce soit Torvest, que ce soit Haaland qui bute sur le gardien, Hessen. Il y a eu des occasions. Il y a eu des occasions et au final, ils finissent par marquer un but en toute fin de match. Voilà, sur une sorte de prolongation de phase arrêtée où tu as un centre au deuxième poteau, Haaland met la tête. Et puis
je crois que c'est Sorloth, je me souviens plus exactement, non, c'est pas Sorloth, c'était un autre, je me souviens plus exactement de qui met la pression. Il me semble, c'est Sorloth, mais je vais pas me dire de bêtises. Sorti. Je sais plus les gars. Parce que je sais plus c'était qui. En tout cas, il y avait un avant-centre. En tout cas, c'est pas Sorloth. Non. C'est un avant-centre qui était là, qui gênait. Et malheureusement, ça a généré le but contre son camp du défenseur irakien. Mais la réalité, c'est que le 4-1 aurait pu arriver plus tôt. C'est Hussein qui marque contre son camp. Le pauvre. Le pauvre Hussein. Ouais, non, en vrai, en vérité, Irakien très intéressant pendant 60, 65, 70 minutes de ce match. Et après, totalement disparu. Ils ont disparu à cause de ce troisième but, en fait, qui est un peu un casseur de tête. Déjà que le deuxième, ils le donnent cadeau. Le troisième sur coup de pied arrêté, corner tête. Je pense ils ont compris qu'ils n'allaient pas revenir dans ce match. Déjà que c'était un peu plus difficile de se créer des occasions vraiment, véritablement franches comme en première mi-temps. Donc voilà. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur les prochains matchs? Ça sera France-Irak, il me semble. Hein. Je pense que les Irakiens, vu comment ils sont en pressing haut, ils vont continuer peut-être à jouer le même jeu face à l'équipe de France, mais face à l'équipe de France, ça va punir. Ça va punir les 1 contre 1, les Olysées, etc. Je pense qu'ils ont aucune chance, les Irakiens, les pauvres. Et puis Norvège-Sénégal, ça peut être intéressant, mais ça ne me choquerait pas de voir les Sénégalais avoir la possession de balles. Mais les Norvégiens être encore une fois très cliniques sur des 1 contre 1 ou bien sur des jeux en coup de pied arrêté. Mais j'ai pas été impressionné par cette Norvège. En tout cas, faut faire attention parce qu'ils ont un bon banc. Et ça, c'est une donnée qui est intéressante. À partir de la 60e, 70e minute de jeu, ils peuvent avoir un second souffle. Donc voilà pour ce groupe-là. Et on se revoit pour le prochain groupe, celui de l'Algérie, de l'Argentine. Et il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, effectivement.